discuter un peu avec vous sur cette question. Effectivement, il y a une méthode qui est la méthode moderne de la table rase, où du passé on fait table rase, on identifie un fondement et on reconstruit. Et là, on se soumet effectivement à la critique du constructivisme, du constructionnisme de Hayek, qui consiste à dire qu'en général, si vous voulez, quand vous démontez votre frigo pour essayer de comprendre comment il marche, vous mettez toutes les pièces et puis ensuite vous essayez de le remonter, en général, après ça ne marche plus. Voilà. Donc c'est le reproche que les contre-révolutionnaires font à la Révolution française, effectivement, d'avoir détruit la société. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il y avait une crise des fondements, et nous sommes dans une situation où la reconstruction n'est pas une reconstruction ex nihilo. Ce qu'il s'agit de faire, à mon sens, c'est davantage d'identifier les forces de reconstruction qui existent, qui ne sont pas issues d'un génial cerveau philosophe, qui existent. Comment le lien interhumain, intersocial, intergénérationnel se reconstruit, comment l'éducation reconstruit, se réélabore dans un contexte où effectivement les fondements traditionnels ont disparu. Une fois qu'on l'a repéré, ce mécanisme, c'est difficile comme tâche d'essayer de voir politiquement comment on l'étaye. C'est-à-dire comment on fait pour renforcer ces mécanismes de reconstruction. Donc la reconstruction dont je parlais tout à l'heure n'est pas une reconstruction ex nihilo, c'est un accompagnement d'un processus social de reconstruction qui est en cours. Le philosophe là n'a pas, surtout pas, à sortir de son chapeau, je ne sais quel lapin, et quelle baguette magique pour refaire la société ou pour changer la société. Hein, donc de ce point de vue-là, pas de malentendu. Juste un point sur Jean-François Mattei lui-même, vous connaissiez mieux que nous, cette particularité qu'il pouvait avoir de donner le sentiment parfois dans la discussion ou avant la discussion d'être dans la lune. Il est arrivé un jour, vous avez cité l'émission qu'on avait faite ensemble sur l'indignation, alors il est arrivé le jour sur le plateau de l'émission, donc c'est une émission qu'on avait préparée avant, hein, on avait choisi les images, etc. On ne connaissait pas le conducteur, je ne le connais jamais, mais on connaissait les images. Bref, il était prévenu, quoi. Et tellement prévenu qu'il est arrivé, évidemment. Il arrive et il dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une émission de radio. Je dis, non, là c'est une émission de télé, là. Il dit, ah bon, d'accord, ah bon, si j'avais su, j'aurais mis une autre veste. Et là, je commence à m'inquiéter un peu. Et je me dis, mais bon, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas envie de la faire, peut-être je ne sais pas, peut-être on se connaissait moins bien. Et bon. Et alors je dis, alors vous savez, on a repéré des images ensemble, puis on va passer devant, dire, ah bon, on a fait ça, ah oui, c'est vrai, oui. Alors quelles images? Ah oui, oh là, je ne sais pas ce que je vais dire, n'est-ce pas? Donc l'émission se prépare comme ça, et l'émission se lance avec une... Non seulement pour l'animateur, hein. Un peu, mais bon, faut y aller, hein, puis c'est qu'une seule prise, c'est un plan séquence, c'est une seule prise, faut y aller. Donc on y va, et en une seconde, cet homme-là sort de son chapeau un esprit diamantin. Et se met à repérer des choses dans les images auxquelles il n'avait même pas pensé avant, que moi je n'avais pas du tout vu, que personne n'avait vu d'ailleurs, et qu'il a offert en partage aux quelques téléspectateurs de l'émission. Il y avait cette particularité, cette capacité qu'il avait en un instant de remplacer un air rêveur par un esprit diaphane. Et ça, c'est une particularité qui n'est pas, je crois, sans rapport avec ce que vous en dites. Et puis, juste un point sur l'Algérie, un tout petit point. Bien sûr, j'ai eu tort d'exclure l'Algérie du débat. Je ne le faisais que pour dire à quel point on peut aimer Camus séparément de la question algérienne, je pense. On peut aimer Camus, même si l'amour qu'on porte à Camus vient souvent aussi de cela. Ma famille est pied noir. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une partie de cela dans l'amour inconditionnel que je porte à l'œuvre de Camus. C'est certain. Mais Jean-François était aussi sensible au fait que Albert Camus ait choisi de se taire sur la question algérienne à partir de 1959. Il était aussi sensible à ça. C'est-à-dire que lui-même, qui n'avait pas exactement la même vision de l'Algérie que Camus, d'ailleurs, était quand même assez sensible au fait que Albert Camus, au bout d'un moment, refusait de choisir un camp. Voilà. Il refusait de choisir son camp. Il était sensible à cette capacité qu'avait Camus de ne verser dans aucune opinion, en l'occurrence, de ne verser dans aucun discours. Ou plus exactement, d'être constamment en contradiction avec lui-même dès qu'il voulait adhérer à un discours. Et ça, c'est peut-être plus important encore, si j'ose dire, qu'une simple généalogie au sens biographique du terme. Je crois que cette sensibilité à une parole qui est une parole déchirée sur la question algérienne me semble en soi une information sur notre ami. Donc, si vous voulez en dire plus loin, pour reprendre encore sur l'Algérie,
Et en respectant tout à fait, effectivement, je crois qu'il ne faut pas, en particulier le silence de Camus sur l'Algérie a entraîné à l'époque une hausse importante, etc. Et on sait que c'était certainement à contresens. Camus ne voulait pas envenimer le débat. Mais si je reviens à Jean-François Mattei, je crois, était alors profondément méditerranéen. Il l'était du point de vue généalogique. Tout à l'heure, vous hésitiez, Raphaël Antoine, vous hésitiez pour savoir si effectivement, s'il y avait une relation de filiation entre Camus et Jean-François. Je crois qu'effectivement, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si elle était verticale ou horizontale, mais incontestablement, il y a un rapport entre les deux. Mais il y a, c'est une information qui n'est pas anecdotique, mais qui est une information qui permet peut-être de comprendre, je crois, mieux l'attitude de Jean-François Mattei par rapport à l'Algérie. Nous sommes, je crois, quelques-uns à le savoir. Il n'y a rien de plus stupide que le dernier mort d'une guerre qui s'est finie. Or, j'imagine qu'hélas, enfin, nécessairement peu de gens dans la salle le savent, mais le dernier mort de la guerre d'Algérie, c'est le père de Jean-François Mattei. C'est-à-dire que le père de Jean-François Mattei a très mal vécu, par conséquent, le départ d'Algérie, et il était avec Jean-François sur le bateau, ils sont arrivés en France, et pratiquement, en débarquant du bateau, le père de Jean-François Mattei, le cœur n'a pas résisté, il est mort de ça. Et alors, je crois que ça permet de mieux comprendre aussi l'attitude de révolte qui animait Jean-François Mattei lorsqu'il abordait l'Algérie, parce qu'il était à la fois incontestablement un Méditerranéen, et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez opposé Platon et Camus. Je crois que, si vous me permettez, si vous pardonnez de simplifier les choses, je crois qu'il n'y avait pas d'opposition entre Camus et Platon, parce que Camus était opposé au père Platon, mais Camus se sentait radicalement comme un grec. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les travaux... J'ai dit que j'avais tort de les opposer. Hein. Oui. En 36-37, lorsque Camus parle effectivement de la Grèce, il parle de la Grèce comme étant son berceau, mais il fait fi complètement de la latinité. Il ne reconnaît pas Rome, hein. Il ne reconnaît que la Grèce et pas Rome. Par conséquent, je crois qu'il y a là une filiation très forte. C'est vraiment un Méditerranéen. Et donc, c'est le paradis perdu. Partir d'Algérie, c'est d'un certain point de vue le paradis perdu, c'est d'être chassé du lieu où se trouvaient les racines. Et en même temps, il y a, me semble-t-il, cette mort du père qui explique c'est un homme dévasté parce qu'effectivement, il y a une révolte magistrale de voir son père mourir sous les effets de la guerre d'Algérie. Jacques, président. Oui. Je veux dire un mot de béotien. Deux questions. La première, c'est est-ce que Camus n'est pas la révolte contre l'impasse métaphysique dans laquelle nous aurait mis Platon? Juste une question. La deuxième, c'est notre ami Jean-François disait l'homme se construit par strates successives, qui s'empilent et qui font sa personnalité, on dirait maintenant sa base de données et son disque dur. Si on veut construire quelque chose, effectivement, il faut le construire sur une base solide pour conserver ses bases. Mais qu'en est-il quand on veut innover? Est-ce qu'il ne faut pas détruire ces bases? Bon, je ne crois pas que Camus soit la révolte contre les questions que Platon a posées. Je pense que plutôt que, pour reprendre justement les deux passions philosophiques de Jean-François, que Camus était la révolte contre l'impossibilité de répondre à des questions auxquelles Platon pensait qu'on pouvait répondre. Moi, je verrais plutôt les choses comme ça. Oui. Non, mais sur ce point-là, oui, bien sûr, c'est certain. Mais il y a aussi, et puis il y a aussi le fait que, enfin, Camus est quand même un philosophe de l'immanence. Un philosophe de l'immanence, c'est quand même, faut quand même dire les choses. Le monde est tout entier, tout ce qu'il peut être, et on n'en sort pas, même quand on meurt. On peut s'agiter tant qu'on veut, on ne sortira jamais du ciel qui nous contient. Donc il y a quand même une rupture très profonde, il y a quand même une différence, il y a quand même un élément différent. Que la culture soit la même, que le lexique parfois soit le même, que Camus était un lecteur de Platon, et plus platonicien qu'il ne pense, c'est certain. Mais enfin,
il y a quand même une option sur la question même du désir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'étoile, Laurence. Sur la question même du désir, les deux conceptions du désir sont antithétiques. Pour Platon, le désir, c'est la nostalgie de l'étoile. Pour Camus, le désir, c'est l'absence de l'étoile. Il faut pour Camus être capable de désirer ce qu'on a sous la main. Et il faut pour Platon être capable de porter son désir au-delà de ce que le monde sensible nous offre, malgré tout quand même. Il y a là, je crois, une inflexion. Et donc du côté de Platon, l'idée aussi que parfois, et c'est dans cela d'ailleurs que l'art contemporain est un art platonicien, il faut savoir pour voir. Chez Camus, c'est pas la peine. Donc il y a, me semble-t-il, quand même des nuances à établir. Mais alors, Camus et Platon, bon, voilà. Voilà. C'est l'amour de Platon et pas tardif, au sens où Platon c'est la belle utopie et Camus c'est quand même la compréhension peut-être plus tardive qu'au fond il n'y a qu'une utopie. Parce que Platon c'est un projet. J'aime Platon parce que j'aime les essences, mais avec Camus je m'aperçois qu'on ne peut pas le trouver. Oui, il y a de cela, mais c'est pas seulement parce que ça donnerait le sentiment que Camus est un pis-aller au fond. Et c'est ce qu'un camusien ne peut pas penser, voilà, c'est ça. Alors, voilà. Nietzsche peut nous aider peut-être là. Je pense que ce qui fait le platonisme de Camus et ce qui relie Camus à Platon, c'est que pour les deux, dans le fond, le bien est au-delà de l'être. Et que cet au-delà de l'être, qui est devenu l'Algérie inaccessible, cet au-delà de l'être du monde intelligible de Platon, qui fait que ici-bas nous sommes enfermés, comme le disait Chrétien, n'est-ce pas, dans un ciel auquel on ne peut plus échapper, et on est enfermé dans une immanence du chemin, une immanence du chemin qui se transforme en but, et qui fait qu'on est dans un enfermement tragique. Vous écrivez but, B-U-T, pas B-U-T-E. Oui, parce que c'est pas... Voilà. Juste un point après, je me tais, mais c'est vrai que sur ce point-là, le bien est au-delà de l'être. L'un est au-delà de l'être. L'un vient au-delà de l'être. Platon le dit dans La République. Plotin, 6 siècles plus tard, 7 siècles plus tard, prend cette phrase et il en déduit l'idée que la beauté ne peut pas faire l'objet d'une connaissance. La beauté n'est pas une affaire de similitude. Contre Platon. Contre Platon. Et le beau n'est plus indexé sur un autre projet que lui-même, sur une autre ambition logique, morale, plus rien. Camus lit Plotin. Lit Plotin passionnément, quand il a 20 ans, 21 ans. Il lit Plotin et Augustin passionnément. Et qu'est-ce qu'il écrit dans Nos, à 21 ans? Qu'est-ce qu'il écrit? Le monde est beau et hors de lui, point de salut. Et tout ça, on est dans... Alors là, pour le coup, c'est une filiation en ligne directe. Il n'y a pas de doute. Mais c'est la phrase anti-platonicienne de Platon. C'est la brèche que Platon a offert à sa postérité. C'est une phrase qui n'est pas platonicienne. Enfin, il permet qu'on s'en évade en tout cas. Le bien et le beau non convertum tour. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, le beau et le bien de se dire. Et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin de l'esthétique comme une science. C'est le début de la sensibilité. C'est la naissance de la faculté. Le beau lui-même nous échappe contre le bien, dans un certain sens, dans la mesure. Le beau n'arrive plus à être saisi comme le monde lui-même qui nous échappe sans cesse pour Camus. Peut-être que Jean-François avait fait le lien avec Heidegger et l'éloignement de l'être, cet oubli de l'être aussi qui permet de toujours y revenir malgré tout. Donc c'est peut-être la transition. Oui.